Bonjour à toutes et à tous pour les personnes qui étaient là ce matin. On va donc démarrer notre table ronde qui s'intitule Comment développer les synergies entre l'autopartage et les transports publics. Avec nous pour cette table ronde d'une heure, 4 personnes. Valérie Faucheux, en deuxième position, adjointe à la maire de Rennes, déléguée aux mobilités et aux déplacements. Marie-France Vessière, directrice mobilité alternative intermodalité chez Keolis. David Guglielmina, qui nous vient de Suisse, chargé de développement de marché en Suisse romande chez Mobility Société Coopérative. Et Alexandre Mani, directeur général adjoint Hogart. Je vous propose un échange en 3 temps. On va d'abord parler de questions un peu générales autour de l'autopartage. On rentrera après sur des questions autour du modèle économique et on finira par un troisième temps autour des offres. Je vais commencer par vous, David. Vu que vous venez de loin, on va faire la primauté du premier échange. Mobilité coopérative, c'est presque perçu finalement comme un peu un service public. Quand on a préparé la table, vous avez vous-même pris ces termes-là, puisque historiquement c'est très implanté en Suisse, et il y a notamment un partenariat historique avec CFF. Pardon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est né ce partenariat et ce qu'il contient ? Oui, tout à fait. D'abord, CFF, ça correspond à Chemin de fer fédéraux. Tout d'abord, je m'exprime sous couvert de toutes les particularités du marché suisse, telles que la taille, les 4 langues officielles, le régionalisme, le système politique fédéral. Une de ces particularités qui explique ce partenariat est la très haute densification des transports publics en Suisse, tous confondus. Par exemple, un chiffre, en Suisse, nous avons 1720 gares. Un autre constat interne, celui-ci, est que majoritairement, les clients Mobility avaient ou ont déjà un abonnement de transport public. Actuellement, 92% de nos clients ont un abonnement type abo général, contre 57% en Suisse. Spécifiquement au sujet du partenariat avec les CFF, il contient non seulement des stationnements privilégiés dans les gares, mais également une intégration dans leur outil de recherche et de réservation en ligne, que dans des offres croisées que nous effectuons ponctuellement avec des tarifications spéciales à destination de nos clients, et surtout dans la carte clé qui peuvent fusionner en une seule via le SwissPass. Cette intégration a eu comme conséquence que dans l'imaginaire de la population suisse, nous sommes souvent identifiés comme les voitures rouges partagées dans les gares. Nous sommes présents actuellement dans 400 gares avec 1100 véhicules. Ça représente un peu plus d'un tiers de la flotte Mobility garée dans les gares. Pour conclure, effectivement, nous sommes perçus comme le maillon de la mobilité entre le transport public en prenant en charge l'offre du dernier kilomètre. Cela permet pour un client de rester sur la chaîne de mobilité responsable d'un bout à l'autre sans opter pour le transport individuel motorisé, ce qui est un peu notre raison d'être en matière d'autopartage. Alors, ce matin a été évoqué le fait qu'il y ait 200 000 coopérateurs, c'est bien ça dans la structure, je digresse un peu. 262 000 clients actuellement, ouais. Et environ 70 000 coopérateurs. Ok, voilà. Super, merci pour les précisions. Monsieur Mani, le GART, historiquement, c'est très transport public, c'est-à-dire groupement des autorités responsables de transport. Peut-être une question un peu provocatrice. Qu'est-ce que vous faites ici pour parler de l'autopartage ? Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Donc, je ne suis pas venu comme ça en force. J'ai répondu avec plaisir à votre invitation, puisque effectivement, le GART, comme vous l'avez signalé, au départ, on développait l'acronyme, ce que nous ne faisons plus d'ailleurs quasiment aujourd'hui, qui était Groupement des autorités responsables de transport, qui a été créé en 1981, au moment où était en train de s'élaborer la LOTI. Et il ne vous a pas échappé que depuis, il y a eu la LOM, et qu'effectivement, on est passé des transports à la mobilité. Donc le GART ne pouvait pas rester à côté de ces sujets-là. On considère aujourd'hui qu'on ne peut pas se focaliser sur la question des transports collectifs. On a d'ailleurs refondu notre
identité visuelle sans changer de nom, mais en insistant véritablement sur une baseline qui est aujourd'hui la mobilité en commun, qui définit effectivement les actions que nous menons. Nous avons diversifié d'ailleurs un certain nombre de sujets. Je profite pour saluer deux de mes collègues qui m'accompagnent aujourd'hui. Ivan Slastanova qui s'occupe chez nous des questions de logistique urbaine. On y reviendra peut-être tout à l'heure parce que ça peut parfois rentrer en conflit avec les problématiques liées à l'autopartage, notamment sur la question de stationnement. Et puis, qui est accompagné de Timothée Mangeard, qui est en contrat-cifre actuellement et qui fait une thèse sur le free floating, donc en plein dans l'actualité sur l'autopartage, puisque nous avons réalisé, grâce à son intermédiaire, une enquête du GART récemment sur l'encadrement des véhicules en libre service, avec plus de 190 réponses, 80 services, près de 80 services d'autopartage étudiés, 14 AOM représentés au sein du GART ont pris des initiatives en matière d'autopartage. Donc évidemment, nous ne pouvions pas rester à côté de ce sujet. Justement, vous parliez d'AOM. À votre avis, pourquoi elles doivent s'intéresser spécifiquement à l'autopartage? Et souvent est revenu le sujet du modèle de gouvernance associé. Quel est votre avis là-dessus? Je pense qu'effectivement, si on veut appréhender la chaîne de mobilité dans son ensemble, on a longtemps, et je pense trop longtemps, écarté notamment l'automobile de la réflexion de la mobilité pour se concentrer effectivement sur les transports collectifs. On s'est souvent contenté de stigmatiser l'automobiliste sans se préoccuper véritablement des offres alternatives qu'on pouvait lui offrir pour avoir une mobilité un peu plus raisonnable et raisonnée. Donc forcément, les autorités organisatrices doivent s'emparer de ces nouveaux services qui se mettent en œuvre pour ne pas créer de conflit aussi d'usage. Donc ça nous paraît fondamental d'avoir cette approche globale de la mobilité. On a aussi, par contre, en termes de gouvernance, on s'en rend bien compte aussi au quotidien, un certain nombre de questions qui se posent, sur lesquelles on n'a pas encore complètement pris de décision très tranchée, mais il y a la question de la compétence voirie, la question de la compétence stationnement, qui ne facilite pas forcément non plus, on le voit bien aujourd'hui, la mise en œuvre de politiques de mobilité qui sont complètement cohérentes. Je vous remercie. Alors, petite anecdote, on nous a offert à la Fabrique des Mobilités un livre qu'on a trouvé dans une brocante sur le GART. C'était un livre c'était 10 ans d'action du GART entre 1990 et 2000. Et à l'époque, tenez-vous bien, le livre était vendu 476 francs. Ce qui est énorme, et je me dis que c'était peut-être une source de financement intéressante pour le GART, que vous avez laissé tomber, il faut peut-être le reprendre. Et effectivement, le dernier livre que nous avons fait, c'était dans le cadre des 40 ans du GART, qui était l'abécédaire de la mobilité. Il était gratuit, il est d'ailleurs même téléchargeable sur le site, et je vous invite à le consulter si vous ne l'avez pas eu. Comme quoi les modèles économiques évoluent avec le temps. Marie-France Vessière, on parle de modèle économique, on dit souvent que le modèle économique de l'autopartage est très fragile. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous avez beaucoup insisté sur les DSP comme des leviers intéressants. Est-ce que vous pourriez préciser votre propos ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous déjà. Effectivement, les délégations de services publics semblent être un bon vecteur pour l'autopartage, à deux titres. Parce que déjà, il y a à mon avis un faisceau de synergie du point de vue économique et un faisceau de synergie aussi du point de vue offre. Du point de vue économique, on a bien vu ce matin, plusieurs personnes l'ont rappelé, le modèle économique de l'autopartage, on n'a pas encore la recette magique. En même temps, il ne faut pas s'en stigmatiser parce que ça fait partie de ces offres qui, si on veut qu'elles soient accessibles financièrement au client, si on lui faisait payer la vraie valeur du service, ça ne serait plus accessible. Donc le moyen de trouver des voies par le biais des DSP pour arriver à ce que économiquement ça reste quelque chose qui entre dans un modèle assisté, aidé, ça paraît une bonne piste, surtout avec, comme ça a été rappelé aussi ce matin, des obligations, des contraintes qui sont venues par la loi LOM sur des collectivités de taille qui ont pris la compétence transport et qui se sont trouvées à devoir implémenter des services sans forcément avoir ni les moyens, ni forcément la compétence. Donc, dans ce cadre-là, ça vient aider aussi pour l'implantation de l'autopartage,
Parce que jusqu'à présent, par le passé, quand on implantait l'autopartage, on avait souvent une logique de maillage, une logique de nombre de stations, et cette logique, elle est accessible à certaines tailles de collectivités. Mais si on veut déployer l'autopartage, il faut avoir un raisonnement qui sort du maillage et trouver, comme les exemples qu'on a vus ce matin, des déploiements avec 1, 2 véhicules. Or, l'autopartage, il y a un socle qui est minimum, qui ne dépend pas tout de suite forcément du nombre de véhicules qu'on déploie et qu'il faut quand même être en capacité d'absorber. Il y a un autre aspect aussi, c'est que les DSP ont ceci d'intéressant qu'elles sont en général confiées pour plusieurs années. En général, on est sur une moyenne de contrat de 6 ans. Donc 6 ans, ça correspond finalement à quelque chose qui est, pour l'autopartage, un peu aussi sa maille d'essor, de développement. On le sait tous, on a parfois démarré avec des expérimentations d'autopartage de quelques mois, mais il y a du changement des habitudes. Donc, il y a une nécessité d'accompagnement et donc ça prend du temps. Ce qui fait que sur une durée contractuelle de 6 ans, c'est l'opportunité de voir un service qui va progressivement monter en compétences, être accompagné, etc. Et on voit que malgré ça, on n'est pas non plus sur des envolées lyriques en termes de nombre de véhicules ou en termes de nombre d'inscrits. Néanmoins, cet aspect-là permet d'adosser l'autopartage à quelque chose d'assez stable dans le temps pour lui permettre une évolution. Un autre aspect qui est lié à cette durée, c'est les financements. Vous avez entendu ce matin, de nombreux chanceux nous ont dit « moi j'ai décroché telle subvention, le FEDER, l'ADEME, etc. » C'est très bien. Ces durées de subventionnement sont souvent au mieux de 3 ans. Et 3 ans, on a notre courbe ascendante, on commence à aller bien, et puis il faut continuer. Donc l'intérêt aussi de l'adossement à une délégation transport, c'est qu'on va pouvoir aider, on va pouvoir venir prendre le relais, comme on a pu le faire par exemple à Lille à un moment donné, en intégrant l'actionnariat de la SKIC, en permettant un nouveau souffle financier. Voilà, ça c'est l'aspect, je dirais, économique et macro, et en micro, ça se complète aussi par un partage des recherches de mutualisation entre les équipes présentes au sein de la DSP et ce que peut apporter l'opérateur d'autopartage. On va chercher des mutualisations, on va travailler sur les recettes, on va travailler sur les dépenses, et dans les 2 boîtes, on va essayer de trouver des optimisations, des portages. Sur la partie offre, il est clair que du point de vue d'un opérateur de mobilité, l'autopartage vient lui apporter un complément d'offre sur un complément occasionnel. Il est évident qu'une personne qui ne peut pas, à titre occasionnel, dans son bouquet de mobilité, disposer d'une offre de voiture, à un moment, il va retourner à la voiture, il va s'acheter une voiture. Alors que si, de manière occasionnelle, il peut bénéficier de l'autopartage, ça va être une vraie utilité. Et c'est ce qu'on constate, puisque la majeure partie des gens qui pratiquent de l'autopartage sont des multimodaux, c'est-à-dire qu'ils font à la fois du TC, à la fois du vélo. Et ça, c'est le retour de tout ce qu'on peut avoir en pratique sur notre périmètre. Un autre élément aussi, c'est le fait qu'il y a une temporalité dans l'autopartage qui, rappelons-le, est quasiment 24-24. Et nous, on apprécie ça du point de vue de l'offre de transport parce qu'en soirée ou plus tard ou plus tôt le matin, quand notre offre s'arrête, la personne peut disposer quand même d'un mode en plus. Voilà. Vous avez une relation partenariale assez poussée avec Cities, c'est historique. Est-ce que vous pourriez rappeler le contenu de cette relation et un peu les prochaines étapes finalement que vous souhaiteriez porter? Je vais faire un peu ancien combattant parce que ma brave dame Cities, j'ai compté parce que j'allais dire moins et puis j'ai pris une claque quoi. Cities, ça fait 17 ans.
Ça fait 17 ans. On a commencé à Lille, qui tourne toujours. Et ouais, c'est précieux parce qu'au début, ça faisait un petit peu rire. 17 ans, vous imaginez. On a parlé de quelques dates en rebours arrière ce matin, mais on n'était pas allé jusqu'à 17 ans. Au début, ça faisait un petit peu bizarre. Et ça a été précieux de pouvoir s'adosser sur un partenaire comme Citis, qui lui a 20 ans, ou je ne sais plus combien, 23, tu vois, 23, et qui est vraiment un spécialiste de l'autopartage avec un vrai savoir-faire, avec des outils éprouvés. Donc cette relation partenariale est un vrai atout au quotidien, et on la développe en travaillant ensemble sur des sujets de communication, sur du partage de compétences. C'est-à-dire que quand on va construire sur un territoire donné pour répondre à une demande d'une collectivité, l'autopartage qu'elle souhaite, on va chercher à toi tu as ça, moi j'ai ça, moi je peux faire ça, t'as qu'à venir dans l'agence commerciale, une fois par semaine tu présentes le produit, moi avec mon équipe de l'agence commerciale je vais pouvoir former, je vais pouvoir présenter, faire de la prise en main aux clients. Un réseau de transport, n'oubliez pas aussi, c'est pas Keolis, c'est le réseau de transport, c'est le réseau Star, c'est le nom du réseau, et c'est ça que les gens connaissent. Et c'est ce qui est le plus important, parce que quelque part, c'est une vitrine. L'autopartage, on l'a vu ce matin, ça a du mal à... voilà, quand on a la station en bas de chez soi, c'est facile, on va dire qu'est-ce que c'est, on va regarder, on s'y intéresse. Mais si on n'a pas cette visibilité liée à l'infra, eh ben, le réseau de transport, la marque de la collectivité, c'est une formidable vitrine avec tous ces outils de communication que sont ces différents médias pour faire connaître l'offre de transport. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir des actions ensemble pour faire des animations, de faire de la tarification ensemble, de faire de la communication ensemble, d'aller jusqu'à aussi être partenaire au sein de la SKIC, c'est-à-dire de prendre au niveau de la coopérative une part, et puis d'aller porter ensemble le message. C'est aussi de faire ensemble des opérations comme on le pratique, des défis sans ma voiture. Je sais que partout en France où, avec une filiale, on va proposer d'organiser un défi sans ma voiture, ces opérations qu'on met en œuvre pour inciter au transfert modal. Je sais que s'il y a un Citis dans le coin, je peux appeler et Citis répondra présent pour nous accompagner dans cette opération en offrant des essais de véhicules, des choses comme ça. Merci. On parlait donc DSP, on va passer à Rennes maintenant avec un exemple concret. Valérie Faucheux, est-ce que vous pourriez nous présenter la DSP de Rennes? Je crois que vous avez des slides aussi. Voilà, moi elles sont prêtes. Je suis venue avec... Je vous laisse la scène. Des présentations qui ont été élaborées par les services, voilà, et notamment par Citédia, qui est notre société publique locale qui porte l'autopartage. Alors à Rennes, le soutien à l'autopartage est très ancien, créé au départ par des militants de la cause qui ont fondé une association, CityRoule, qui au fur et à mesure est devenue une société coopérative, puis a été intégrée à la SEM Citédia. Et la réflexion qui se fait entre 2017 et 2019, au regard des questions de modèle économique, c'est plutôt, et là, alors qu'on est en train aussi de travailler les orientations de notre prochain plan de déplacement urbain que nous allons voter en 2020, nous avons créé un service public de l'autopartage en tant que tel, que nous avons confié à la société publique locale de Citédia, dans laquelle Rennes Métropole, la ville de Rennes et désormais une autre commune depuis quelques mois sont les seuls actionnaires. Et la particularité de cette DSP, c'est pas une DSP en propre, nous avons avenanté le contrat de délégation de service public en charge de la gestion des parkings en ouvrage. Alors, au titre, pour conforter le modèle économique, qui présente aussi des éléments, une forme de déficit qui était à assumer. On ne se pose beaucoup moins la même question sur les transports publics, du coût des investissements et du fonctionnement. Mais néanmoins, aujourd'hui, on le porte encore d'autant plus sur cet avenant qui court jusqu'en 2026,
puisque c'est vraiment un modèle vertueux. Les possesseurs de véhicules individuels qui viennent stationner leurs véhicules dans les parkings payent le service d'autopartage de ceux qui ont fait le choix de se démotoriser. Et en termes d'orientation politique, je trouve que le symbole est plutôt beau. Alors, il y a un petit souci sur le document, c'est dommage, parce que là, nous sommes d'une transparence complète, donc j'ai les chiffres. La transparence à voilà. Rennes, c'est pas encore ça, quoi. Il y a Comment la transparence, c'est. Ah bah oui, moyen, mais je là. vous assure, tel que je l'ai, voilà. Alors, l'objectif en 2019, quand nous annonçons notre délégation de service public, nous prévoyons un déficit annuel de 187, nous l'estimons, hein, c'est à 187 000 euros à peu près en tant que tel. Et rapidement, dès 2020, le chiffre est beaucoup moins important. Et en 2022, nous sommes parvenus à 153 000 euros de déficit. Et donc 85% des recettes couvrent le service. En 2023, alors si on avait les chiffres, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une forme de transparence, nous avons aussi augmenté la flotte d'une vingtaine de véhicules, dont un véhicule pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, et donc ce changement de flotte et l'arrêt du contrat de leasing précédent a eu des coûts supplémentaires, l'équipement de la vingtaine de véhicules, et donc il y a certes un déficit un peu plus important de 363 000 euros, mais dès cette année en 2024 et jusqu'à la fin du contrat, nous allons être, sans doute avoir réduit, voire parvenir à ce que les collectivités, les élus appellent le fameux petit équilibre, qui est souvent un petit déficit. Voilà. 2018, nous avions 1250 contrats. Ah ben voilà, les chiffres sont là. Alors, sont-ils visibles? On a été rattrapé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais exactement, c'est ça. On est bon. Allez. Donc en 2018, nous avions 1250 contrats actifs. Notre service, on est très fiers et en train de se déployer totalement. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas sur les chiffres lyonnais néanmoins, mais on en est très fiers dans la mesure où on est vraiment sur une croissance totalement exponentielle. 2018, 1250 contrats actifs. Et dès 2020, en plein Covid, nous constatons une croissance très forte et nous sommes parvenus en 2023 à plus de 5050 contrats actifs. 1200 ont été signés l'an dernier sur une seule année. Et nous sommes passés en chiffre d'affaires, nous avons dépassé le million, puisque nous serons à 1,1 million. Donc voilà, à peu près les éléments que je pouvais aussi peut-être vous donner pour un premier élément de présentation. Alors juste qu'on est dans les chiffres, la tarification, notamment, on avait évoqué ensemble une tarification avec des droits préférentiels pour les usagers du TC. Vous pourriez nous préciser ça? Parce que c'est vrai que la thématique, c'est transport public et autopartage. Donc je suis en train de vous parler de la DSP stationnement, on n'était peut-être pas dans le sujet, mais en fait si. En 2021, nous avons créé le pass mobilité, et qui un service masse en tant que tel, où le forfait mobilité inclut le transport en commun illimité, le vélo en location courte durée en illimité, et aussi l'abonnement le fait qu'il n'y ait plus d'abonnement au service d'autopartage et l'accès au système de facturation pour les personnes comme si elles étaient abonnées. Voilà. Ce service, ce pass est vendu dans les boutiques du réseau Star que Madame Vessière vient juste d'évoquer, qui est la marque du réseau de transport en commun sur Rennes Métropole et qui est assuré en délégation de service public par Keolis. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une augmentation. Alors, au regard d'un simple abonnement mensuel pour un particulier adulte, les 27-64 ans, c'est juste 5 euros de plus qu'un abonnement seul au réseau de transport. Et aujourd'hui, en 2023, cela correspond à 28% des personnes qui ont souscrit un contrat actif en tant que tel. Donc aujourd'hui, le pass mobilité qui est créé en septembre 2021 a pris son essor petit à petit. En 2023, a vraiment été un facteur de développement de l'autopartage. Okay. Merci. Alexandre Magny, alors on a des collectivités qui n'ont pas de DSP transport, donc concrètement, comment elles pourraient faire pour développer l'autopartage? Je crois que le GARD porte notamment des propositions
en ce sens? Alors effectivement, le GART mène aujourd'hui une réflexion qui est assez globale sur le modèle économique de la mobilité. On parlait de la LOM tout à l'heure qui a fait évoluer le cadre législatif. Effectivement, on est passé de la LOTI à la LOM et du versement transport au versement mobilité. Sauf que ce versement mobilité, il a changé de nom, mais il n'a pas changé tellement d'assiette et de fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a donné la compétence à des communautés de communes, ce qui est très bien, pour essayer de renforcer mobilité plus raisonnée dans les territoires périurbains ou ruraux. Mais on ne leur a pas donné de moyens, véritablement. Donc au GART, on plaide effectivement pour une recette dédiée, notamment pour les communautés de communes, pour leur permettre éventuellement de prélever du versement mobilité, y compris si elles n'ont pas de ligne régulière de transport. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir prélever du versement mobilité, il faut effectivement avoir une ligne régulière de transport collectif, ce qui n'est pas forcément toujours cohérent sur les territoires et finançable sur ces territoires. Alors que justement, la LOM prévoit qu'aujourd'hui, les AOM sont compétentes en matière d'autopartage. Donc il y a cette espèce de contradiction qui nous paraît nécessaire de modifier, puisqu'on ne peut pas donner de nouvelles compétences sans donner de nouveaux moyens. En tout cas, c'est la position que nous avons au GART. Donc recette dédiée pour les communautés de communes, et également aussi pour les régions qui ont aussi une nouvelle compétence, une compétence en mobilité par délégation des communautés de communes qui ne l'ont pas prise. Et pour pouvoir mener des actions de mobilité sur ces territoires, dont l'autopartage, il nous paraît nécessaire que les régions disposent aussi d'une recette ad hoc sans aller piocher, si j'ose dire, dans le versement mobilité prélevé par les autorités organisatrices locales, qui le perçoivent déjà. Donc ça nous paraît nécessaire. On a aussi demandé, dans le cadre des propositions du GART, à l'État un investissement à hauteur de 5 milliards sur le mandat. Alors on entend bien que c'est pas forcément d'actualité, puisqu'on nous parle de réduction de dépenses. Tout à l'heure, j'ai entendu quand même malgré tout vous dire que l'État croyait aux mobilités. C'est bien d'être croyant, nous on aimerait mieux qu'il soit pratiquant. Donc je pense que c'est paraît assez important en la matière. Donc notre proposition était simple, elle était relativement basique. On considère que les autorités organisatrices de la mobilité vont investir à peu près 10 milliards sur les 5 ans qui viennent. Et donc pour 2 euros engagés par les collectivités, on demandait un soutien de 1 euro pour l'État qui permettrait aussi justement de financer des actions d'autopartage, puisqu'on avait à peu près évalué à 1,250 milliard l'aide qui pouvait être accordée aux communautés de communes et aux villes moyennes qui n'ont pas forcément justement et aux communautés de communes qui n'ont pas forcément donc ces DSP dont vous parliez. On avait effectivement à la première table ronde ce matin M. Ollinger de la DGITM qui a déjà parti avec une liste de courses énorme. J'ai l'impression qu'elle s'allonge. Donc, on les voit régulièrement à la DGITM, donc ils connaissent nos demandes. On va repasser la frontière. On passe côté Suisse cette fois-ci. David Guglielmina, on parlait un peu du partenariat CFF qui a été mis en place. Quelles sont les offres TP autopartage qui ont été mises en place, et finalement, si on prend un peu de recul, quelles ont été les clés de succès selon vous de synergie entre le transport public et autopartage qui font qu'aujourd'hui vous avez 260 et quelques 1000 usagers, ce qui est un beau succès de l'autopartage en Suisse? Voilà, c'est vrai que comme j'ai spécifié tout à l'heure, on a une multitude d'offres tout au long de l'année. Je vais prendre exemple sur la dernière en cours, qui est un produit combiné abo général CFF adressé aux plus jeunes avec notre abonnement Mobility Young. C'est des gens qui ont moins de 28 ans. Avec ce produit combiné, on adresse tous les clients jeunes CFF. Ils reçoivent gratuitement les frais d'inscription et une réduction supplémentaire de 20% sur les trajets. Cette commercialisation s'effectue au niveau national sur tous les canaux CFF et des transports publics locaux. Donc, c'est diffusé sur tous les canaux. Concernant les synergies transport public et autopartage, elles sont communes et doivent se renforcer mutuellement parce que le prestataire de transport public augmente la fréquentation voyageurs jour
s'il a une offre d'autopartage à la fin de ces lignes, en fait. Voilà ce qui caractérise le premier succès. Et pour nos clients, ils peuvent rester d'un point A à un point B sur toute la Suisse, sur la chaîne de mobilité responsable, avec la mobilité du dernier kilomètre, avec Mobility. Alors, vous avez parlé là d'une offre pour les moins de 28 ans. Vous me disiez que en Suisse, donc c'est pareil en France finalement, mais les jeunes passent leur permis de plus en plus tard. Vous avez à l'inverse, à l'autre bout du spectre, les conducteurs historiques ou utilisateurs de l'autopartage avançant en âge qui utilisent de moins en moins l'autopartage. Est-ce que vous n'avez pas atteint un peu un plafond finalement de l'autopartage en Suisse avec les deux extrêmes qui périclitent? On a effectivement atteint un plafond avec les utilisateurs convaincus de la première heure du partage. C'est notre base un peu historique client. Cependant, le potentiel reste encore énorme. En Suisse, il y a 6,4 millions de permis de conduire. On a 266 000 clients. Ça laisse une part de marché, si je calcule bien, de 86%. Donc, on a encore du potentiel à activer. Cependant, on ne va pas s'endormir sur nos lauriers, ça c'est clair. Il faut peut-être donc adresser des nouveaux potentiels clients. La tendance générale nous est quand même favorable dans le sens que la voiture en tant que statut social diminue. Il s'agit, je pense, en particulier d'intéresser les plus jeunes, comme on a vu tout à l'heure, le plus tôt possible au car sharing pour qu'ils n'achètent pas de voiture. Voilà, après la phase initiale des étudiants, il y a une phase où ils arrivent dans la vie professionnelle et peut-être que le besoin de mobilité est plus grand. Avec quelle stratégie? C'est clair que c'est une catégorie de personnes qui sont plus sensibles au prix avantageux. Il faut lever aussi les barrières d'accès aux abonnements pour les frais fixes. C'est clair qu'il faut être up-to-date au niveau des technologies, notamment smartphone, ouverture à distance, etc. Et on a des canaux spécifiques qu'on ne connaissait pas avant, comme TikTok et j'en passe, pour essayer de capter un minimum d'attention sur les sujets de l'autopartage. Également, je l'ai entendu ce matin, convaincre les zones plus rurales de remplacer le deuxième ou le troisième véhicule. Ça fait aussi partie de notre spectre d'élargissement. La stratégie, c'est toujours de sensibiliser au coût d'un véhicule, les coûts totaux, qui sont souvent très oubliés en fait. Le TCS, qui est Touring Club Suisse, le définit autour de 10 et 14 000 francs par an. C'est des frais qui se cumulent, donc voilà, 2-3 voitures pour coûter cher à un ménage. On peut dire qu'une fois l'inflation peut-être nous aide un petit peu. Aussi, ça c'est une tendance que j'ai remarquée j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, c'est d'inclure l'autopartage dans les projets immobiliers d'envergure et les plans de mobilité urbains. J'ai entendu beaucoup de fois ce matin l'allusion aux zones rurales. Alors en Suisse, si on qualifie d'une zone de rurale, je l'ai essayé de faire une fois, ça n'a pas marché. Alors j'ai défini un mot qui s'appelle zone moins urbaine. Voilà pour la petite différence. Donc voilà, limiter les places de parking sur les projets immobiliers, ça c'est plutôt les pouvoirs publics. Certains cantons, je pense notamment la ville de Genève et la ville de Lausanne, ont déjà pratiquement des ratios de parking très restreints, 100 mètres carrés, une place de parking ou plus. Et aussi promouvoir aux promoteurs immobiliers le gain économique par rapport au coût de construction des parkings souterrains. On a estimé qu'une place de parking, c'est 60 000 francs. Donc, ça devient de moins en moins rentable d'investir dans les places de parc, en fait. Aussi, en quatrième point, ce qui nous tient à cœur, on a environ 20% de nos clients qui sont des clients professionnels. Donc, continuer d'intégrer les clients entreprises, ça c'est très important.
car elle nous permet de lisser la courbe d'utilisation en semaine. Il faut savoir que chez Mobility, on a un mix entre clients privés et clients professionnels. On a un mix d'utilisation aussi sur le premier kilomètre et le dernier kilomètre qu'on a vu avec les transports publics. Et on a aussi une vision totalement loisir touristique qui fonctionne bien. Et en additionnant toutes ces utilisations, on peut avoir un taux d'utilisation maximum. Il faut savoir que Mobility aussi a été toujours autofinancé. On n'a jamais eu d'aide externe en fait pour faire tourner notre activité. Merci pour cet éclairage. Marie-France Vessière, concrètement, comment vous faites en tant qu'opérateur pour convaincre davantage de personnes usagères des transports publics d'utiliser, de basculer vers l'autopartage? Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, la force du réseau, c'est à la fois la marque, sa visibilité, et c'est une vraie vitrine qui permet de faire connaître l'offre. Donc il y a, en fait, quand on communique, on va communiquer sur l'ensemble de la palette d'offres, tous les modes. Il n'y a aucun mode qui est laissé de côté, que ce soit le vélo, que ce soit le reste, les modes lourds, et bien sûr l'autopartage. Donc on va complètement inclure dans le plan de communication le sujet autopartage, dans les temporalités du territoire, dans les actions qui sont aussi des animations de terrain. Ça, c'est le deuxième volet. Il y a tous les outils de communication au quotidien, le site web, les réseaux sociaux. Il y a les animations au gré de l'agenda du territoire et de l'agenda du réseau, tout ce qui est semaine de la mobilité. Donc là, on fait des ateliers, on travaille main dans la main avec les partenaires, le partenaire autopartage pour faire des animations, faire découvrir. À nouveau, ce qui est très important, c'est d'amener les gens à tester. Quand on est sur une offre de transport qui est posée, commune et connue de tous, je prends mon ticket ou ma carte et puis je prends mon bus ou mon métro, c'est facile. Quelque part, il n'y a pas de contrainte. Quand on vient taper dans le changement des habitudes, c'est plus long et il faut un peu plus de pédagogie. Cette pédagogie, elle prend diverses formes. Il y a un exemple très précis quand on a mis en place de l'autopartage en 2017 à Arras. On n'avait que 4 véhicules, mais il y avait un souhait très fort de véhicules électriques. Et ça a été dur pour, comme ça a été dit un petit peu ce matin, le véhicule électrique apporte une complexité financière, mais aussi il apporte un usage qui est moindre dans les retours, à la fois parce que du fait du temps de recharge, ça vient obérer le temps complètement disponible du véhicule, mais aussi parce qu'il y a une petite crainte encore, même si ça évolue, même si on a tous l'impression qu'il y a des véhicules électriques partout, il y a encore un peu une appréhension. Et ce qui nous a permis d'améliorer la visibilité de l'autopartage, et notamment de ces stations où il y avait des véhicules électriques, c'est l'accompagnement. Donc on a réinjecté de l'humain, profitant des moyens de l'agence commerciale à proximité de la station électrique. Et on a mis en place un système où, alors que l'autopartage, c'est quelque chose de libre, vous vous inscrivez, vous avez besoin de personne, vous êtes derrière vos écrans, votre écran, et puis voilà, après vous y allez, vous avez votre carte ou votre téléphone. Et bien finalement, il y a beaucoup de gens qui ont été séduits par l'offre de « on vous prend par la main », prise de rendez-vous. Donc, vous voulez vous mettre à l'autopartage, vous voulez tester, on prend un rendez-vous, on vous accompagne, on vous explique comment on ouvre la voiture, comment machin, etc., comment on remet en charge, comment, voilà, tout ça, comment on s'en sert. On vous explique aussi, il y a encore des boîtes manuelles, c'est pas forcément des boîtes automatiques, pardon, c'est pas forcément aussi. Ça a l'air de rien parce qu'on est un petit peu dans ces thématiques-là, mais si on se remet à la place de quelqu'un qui est un peu vierge de ce genre d'expérience, il y a un petit gap à passer. Et ce qui nous a permis d'enregistrer de meilleurs taux de transformation de gens qui s'y mettaient, c'est grâce à ces prises de rendez-vous, cet accompagnement. On monte à 2 dans la voiture, on fait éventuellement quelques mètres, et puis voilà. Donc ça, c'est
vraiment quelque chose qui a aidé sur l'électrique et qu'on essaye de dupliquer maintenant parce que, à nouveau, le thermique, la galaxie des thermiques hybrides, c'est un peu plus intuitif, alors que, par exemple, l'électrique, on a besoin de plus accompagner. Donc ça, c'est les deux premières, quelque part, la communication, l'animation, la tarification combinée, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Madame, c'est aussi un moyen de mieux faire connaître, d'embarquer, quand on fait aussi des offres d'essai gratuits. Tout ça, plus on va aller vers la personne et lui, tiens, essaye juste une fois. Après, tu verras, tu n'es pas obligé de l'utiliser tout le temps, mais essaye. Et c'est cette démarche-là que permet en fait l'appui du réseau. Et justement, est-ce que vous avez un peu une idée, un pourcentage du nombre de personnes qui ont été prises par la main et qui ont testé, qui finalement ont adhéré au service et ont continué? Je n'ai pas de chiffre en tête, je vous dirais une bêtise, mais je sais que ça nous a permis d'augmenter, de passer de 4 à 6 voitures, parce que, effectivement, alors il y a toujours un modérato, hein, je ne dis pas que l'électrique va devant. À nouveau, l'électrique, il y a un vrai sujet, mais ça a permis de passer un petit cap, de franchir une petite frilosité. Et aussi juste un aspect aussi par rapport à l'électrique qui est un peu corrélé, c'est ce qu'il faut quand même aussi retenir, c'est que l'électrique ne permet pas le même taux de transfert modal. C'est-à-dire qu'avec de l'autopartage thermique, on va avoir les chiffres que vous connaissez tous, que vous avez tous entendus, le taux de transformation. Il y a 70%, 75% de gens qui vendent leur voiture, qui se démotorisent. Voilà. Avec l'électrique, on n'a pas du tout cette même démotorisation parce que quelque part, la personne craint qu'elle ne va pas avoir la même chose. Elle a un véhicule qui est capé par son autonomie, je vais pouvoir recharger quelque part, etc. Je vais garder ma vieille bagnole en cas que, quoi. Ça aussi, c'est un élément qui... Je le dis parce qu'on est très souvent en demande. Il y a un effet un peu voiture électrique, c'est tout bon. Elle coûte plus cher à l'achat, elle est plus compliquée à entretenir. Voilà, il y a tout ce qui a été dit ce matin, je ne reviens pas dessus. Et il y a cet aspect aussi démotorisation qui est moindre que par rapport à un thermique. Merci. Valérie Faucheux. Ce matin, on avait abordé avec une personne de la DGTM le fait que l'autopartage n'avait pas forcément une place précise dans la stratégie de décarbonation des mobilités. À l'échelle de la métropole et finalement de l'offre globale de transport, quelle est la place de l'autopartage? Est-ce qu'il y a des chiffres, des objectifs? Comment finalement on intègre cette offre-là au sein d'une offre globale et comment on la réfléchit? Alors, pour être sincère, puisque je vous dis, la création du service public d'autopartage s'est fait dans le cadre de la réflexion de l'élaboration de notre PDU pour 2020-2030, avec l'idée d'avoir une maîtrise publique, d'où le fait de le confier à une SPL. On n'a pas donné de chiffres en nombre de contrats, en développement, voilà. Mais néanmoins, nous l'accompagnons puisque nous sommes membres du conseil d'administration de notre SPL, et au regard des résultats et des besoins et du développement de transport en commun, nous aussi développons, puisque l'année dernière, la décision prise en 2021-22 que nous avons affiné et mise en œuvre en 2023, donc c'est 20 véhicules supplémentaires sur 47 stations, maintenant désormais sur 3 communes, donc pas uniquement sur Rennes, enfin sur 4 communes. Donc maintenant, des communes périurbaines aussi bénéficient pour certaines, et la dernière va être équipée prochainement. Alors on l'a totalement adossé à notre réseau de transport, c'est-à-dire que évidemment l'offre de mobilité, l'épine dorsale de l'offre de mobilité de la métropole, comme dans toutes nos métropoles, reste le réseau de transport en commun, mais nous avons adossé aux stations de métro, puisque Rennes est aussi une ville équipée avec 2 lignes de métro et un réseau de transport avec des lignes structurantes. Donc sur toutes les pôles d'échange multimodaux de notre métro et les arrêts aussi structurants sur notre réseau Chronostar, nous avons mis des stations d'autopartage, bien entendu.
La réflexion, évidemment, avec l'extension du réseau de transport, puisque nous sommes sur des projets de trambus, ceci se fera dans les prochaines années. Voilà qu'on le défend. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a la question de transport en commun et autopartage, mais aussi le lier. Et c'était ça aussi la réflexion en 2019, de lier la politique de stationnement. Nous sommes aussi en train d'étendre le stationnement payant dans nos zones résidentielles et comment faire basculer les habitants pour permettre à les aider à se démotoriser, pour récupérer aussi, avoir davantage de contrôle sur notre domaine public, tout simplement, mais pour végétaliser, pour désimperméabiliser, puisque il n'y a pas que les transports dans la vie des élus, de nos collectivités. Nous avons aussi des enjeux de développement d'énergie renouvelable, de désimperméabilisation, de végétalisation, de lutte contre les îlots de chaleur. Donc aujourd'hui, on doit bien associer l'autopartage à d'autres politiques publiques et lui donner encore plus de place et le renforcer davantage. Donc l'autopartage est vraiment, nous, à l'échelle de la métropole, nous sommes une métropole qui a une forme urbaine particulière puisque nous sommes une ville archipel. Le choix dès les années 70 et qui a totalement été déployé dans les années 80, c'est de garder un cœur de métropole, un cœur urbain dense, entouré, de garder la ceinture verte qui l'entoure et de ne pas faire de conurbation de rubans urbains entre nos communes. Donc, ce qui implique de déployer un réseau de transport quelquefois avec les incidences financières et budgétaires que ça peut avoir. Mais évidemment, pour les habitants, abandonner sa voiture, ça peut être compliqué. Ne serait-ce que pour atteindre un lieu de loisir, aller voir sa famille dans une commune périurbaine un peu plus éloignée du cœur de métropole. Le bus s'arrête à 10h, donc comment je fais aller chercher une charge lourde, etc. Donc vraiment, l'autopartage de vous inquiétez pas, vous pouvez abandonner votre voiture, on vous y incite, remettre la voiture à sa juste place dans l'espace public, mais aussi dans sa vie. Pourquoi accorder autant de temps et autant d'argent et autant d'espace à ce véhicule que vous n'utilisez que très peu, mais néanmoins, étant donné nos vies, se passer d'une voiture sur une métropole, c'est compliqué. L'autopartage est là et on est là pour vous aider à y passer. Donc les objectifs, ils sont plutôt là, sur le déploiement à la fois, en lien aussi avec les extensions de stationnement payant. Et une des communes périurbaines de la métropole qui vient de rejoindre la SPL Cité Dia vient aussi de mettre en place du stationnement payant. Donc je pense que le lien aussi se fait aussi sur ces orientations-là. La mise en place du stationnement payant en voirie fait maintenant consensus, parce que toutes les villes de tous bords politiques maintenant le passent, un levier économique non négligeable de recettes. Tout à fait. Donc c'en est un exemple. Je finirai juste sur une chose avant qu'on passe aux questions avec la salle, si vous en avez. Vous m'aviez parlé, Valérie, quand on a préparé la table ronde, du fait que vous permettez à des habitants de proposer leur propre véhicule en autopartage. Alors, nous venons de commencer à l'automne d'intégrer des véhicules de particuliers, d'inciter des particuliers à mettre dans le réseau d'autopartage leur propre véhicule. Alors c'est un petit démarrage très frileux pour le moment puisque nous sommes à 2 ou 3 particuliers qui l'ont fait. Pour l'instant, c'est vrai que on l'a bien vu ce matin, la question de la communication se pose, voilà, et de voir comment aller vers le public un peu plus large. Voilà. Donc nous, pour l'instant, le Cité a utilisé son réseau de clients comme ambassadeur du service. Et aujourd'hui, il va sans doute falloir amplifier, puisque justement, en zone résidentielle, dans les quartiers résidentiels auxquels je pense à Rennes, nous avons quand même quelques voitures assez rutilantes, en très bon état, assez récentes. Alors, pas forcément la Porsche Cayenne dont il était question ce matin avec David Béliard. Mais nous ne finançons pas la journée avec Porsche. Hein, mais vous voilà. le dis bien, parce qu'on fait beaucoup mais voilà, des véhicules qui sont très peu utiles, qui se retrouvent sur la voie publique parce que ces mêmes familles ont des vélos cargo, ont aussi un usage des mobilités décarbonées autres aussi dans la ville, donc, mais qui avaient quand même encore dans leur imaginaire le besoin d'avoir cette voiture qu'on peut mobiliser, puisque
outil de liberté, on est encore dans ces questions. Donc voilà, on va essayer vraiment de le développer pour les prochaines années, d'utiliser, d'élargir notre communication, puisque on est sur un démarrage qui est quand même assez, enfin, du moins, un service qui est méconnu. On ne va pas dire que le démarrage n'est pas bon, puisque quand même on a eu trois personnes qui ont tout de suite levé la main, mais voilà, il nous faut le développer pour les prochaines années, puisque c'est aussi des investissements en moins et c'est aussi un cycle très vertueux en fait. Voilà. Merci. On va passer aux questions. Il nous reste 9 minutes. Monsieur, alors il n'y a que les hommes, c'est génial. On va essayer de faire une parité quand même, si des femmes veulent s'exprimer. Monsieur d'abord. Bonjour. Allez-y. Donc je ne connaissais rien à l'autopartage ce matin, maintenant j'en sais beaucoup Bienvenue. plus. Mais j'ai quand même des petites questions et des interrogations peut-être qui sont des questions de béotien. Alors déjà, je ne sais pas faire la différence entre l'autopartage en boucle et free floating. Je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous pouviez m'expliquer, ça m'arrangerait. J'ai une petite question par rapport au permis de conduire, parce que vous mettez en place des offres dans vos passes mobilité avec les transports en commun, mais comment ça se passe pour le permis de conduire oui, permis de conduire. Et puis, est-ce qu'il y a des réflexions sur comment dire, l'association entre l'autopartage et le covoiturage, parce que ce serait aussi bien de covoiturer en autopartage. On va prendre une autre question. Qui est-ce qui... Ouais, déjà que ce matin, je vous avais dit non, alors si je le refais, je vais me faire taper dessus. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Santiago Rodriguez, doctorant à Aix-Marseille Université. Ma question, c'est ce matin, on a trop entendu parler de l'autopartage en termes de multimodalité. Mais est-ce que l'avenir de l'autopartage, les paris, ils doivent être sur l'intermodalité ou sur la multimodalité? Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Une dernière question et après on passe le micro à notre panel. Ok. Il faut que je descende d'abord. Bon, je vous propose de commencer. Alors, peut-être commencer par la dernière question, parce qu'on est quand même sur une table, non pas que vos questions ne sont pas intéressantes, mais on est sur une table ronde sur le transport public. Donc peut-être que sur intermodalité, multimodalité, puisqu'une personne veut s'exprimer. De toute façon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'autopartage, ça s'intègre dans une chaîne de déplacement. Aujourd'hui, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir qu'un seul mode de déplacement pour répondre à tous nos besoins de mobilité. Ça nécessite aussi, nous on avait été sensibilisés par une de vos éminentes collègues, Sonia Lavadino, sociologue suisse que tout le monde connaît ici, sur la nécessité aussi de repenser pour les autorités organisatrices la façon dont elles abordent la mobilité. Parce qu'on a beaucoup construit des offres de mobilité sur le domicile-travail. Or, aujourd'hui, on se rend compte que le domicile-travail, ça n'est jamais qu'entre 30 et maximum 40% des déplacements, mais que tout le reste échappe aux politiques de mobilité. Donc il faut, et là, l'autopartage peut avoir, on l'a bien vu, sa pertinence. Donc multimodalité, intermodalité, évidemment, il faut intégrer tout ça dans l'autopartage dans cette réflexion. C'est les sujets auxquels nous travaillons au niveau du GART. Alors, on n'a pas de groupe autopartage, on nous a posé la question, on n'a pas de groupe de travail autopartage. On a plutôt une approche un peu différente qui va être d'intégrer plutôt la question de l'autopartage dans un certain nombre de groupes de travail que nous pouvons avoir, notamment de réflexion sur les dessertes des zones peu denses, par exemple, qui est un groupe de travail qui fonctionne plutôt bien au GART. Et ça, c'est là où on a cette réflexion-là. Sur les SERM aussi, aujourd'hui, où nous sommes très impliqués, la question de l'autopartage va se poser pour faire du rabattement en direction des gares qui seront mises en place au niveau des SERM. Donc voilà ce que je pouvais éventuellement vous apporter comme éclairage et préciser à la direction de l'association des acteurs de l'autopartage qu'ils seront conviés prochainement au lancement du comité des parties prenantes que le GART met en place, une sorte de comité des partenaires qu'on a demandé aux autorités organisatrices de mettre en place au niveau local, que nous allons mettre en place au niveau national. Donc nous y associons évidemment l'association des acteurs de l'autopartage qui nous a fait le plaisir de nous convier aujourd'hui. Vous voulez compléter ces propos, Marie-France Dessières?
Effectivement, la multimodalité, nous, c'est ce qu'on remarque le plus en termes d'usage. Parce que un jour, on va utiliser un mode, un jour, on va utiliser l'autre. Ça c'est vraiment très représentatif. L'intermodalité, elle se construit, mais elle va dépendre de paramètres tels que, par exemple, où est placée la station d'autopartage. Parce qu'effectivement, on ne va pas, s'il faut faire 15 minutes, une demi-heure de marche, si le lien ne se fait pas entre les deux. Donc ça impose tout de suite une dimension un peu plus complexe, mais néanmoins, c'est les deux, et c'est les deux qu'il faut pousser, et voire même un troisième niveau aussi qui est intéressant, c'est que on le met souvent en avant, nous, dans nos offres avec les implantations Cities, c'est un niveau d'interopérabilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est inscrit à un Cities à Lille peut aller emprunter un véhicule Cities à Tarbes-Lourdes ou je ne sais où dans le reste du réseau. C'est encore une autre forme qui permet de mixer l'ensemble. Et pour répondre à la question que vous posiez, donc l'autopartage en boucle, c'est le fait de ramener le véhicule en autopartage à la station même où on l'a emprunté. Le free floating, c'est le fait de ne pas avoir de station et d'avoir un fonctionnement où les véhicules sont disséminés et vous les cherchez avec votre smartphone par GPS, vous les localisez et vous les empruntez et vous les redéposez. En général, il y a des stations, il y a une labellisation et vous le redéposez, mais c'est sans une infrastructure particulière. Voilà, il y a une forme d'autopartage qui est one-way, qui est celle-là. C'est-à-dire que vous prenez le véhicule et vous n'avez pas l'obligation de ramener. La grosse différence, c'est financier, c'est-à-dire que en boucle, vous êtes sûr de là où est votre station, vous êtes sûr de pouvoir trouver un véhicule, de vous vérifier sur l'application. Et vous n'avez pas à aller récupérer vos véhicules en termes d'exploitation pour les remettre dans des stations, les resituer, etc. Donc ce n'est pas la même équation financière. Et ce qui est pratiqué aujourd'hui en France à 60 ou 70 ou 80%, je ne sais plus, c'est de la boucle. Voilà. Merci. Monsieur, pour une dernière question. Ok, je fais vite. Bonjour, Olivier Condat, Métropole Grand Paris. J'ai été interpellé sur le retour de Rennes Métropole, plus particulièrement sur le fait que la dimension autopartage, enfin le service autopartage a été intégré dans le cadre d'une DSP qui, si j'ai bien compris, était initialement centrée sur la question gestion et exploitation des parcs en ouvrage. J'avais deux questions par rapport à ça. La première, c'était peut-être si vous pouviez expliquer un petit peu ce qui avait motivé finalement cette décision. C'est la première question. Et la seconde question, c'était savoir si d'aventure, dès lors que ce principe a été adopté, mis en place, vous avez observé quelques éventuelles difficultés. On peut par exemple se poser la question d'une offre autopartage qui serait ainsi moins lisible que directement présente sur l'espace public. Alors je ne dis pas que ça n'est pas sans intérêt, hein, parce qu'on connaît la rareté de l'espace public, mais enfin voilà, c'était de vous entendre sur ces deux questions, si vous en êtes d'accord. Merci. Alors, en 2019, nous sommes en train d'élaborer notre plan de déplacement urbain avec 4 axes principaux, et un des 4 axes, c'est bel et bien l'incitation et l'accompagnement au changement de comportement. Voilà. Et évidemment, l'autopartage est une brique essentielle sur le changement de comportement. On a évidemment les campagnes de communication, les tarifs, comme vous l'avez dit aussi, la tarification sur les modes actifs, sur le transport en commun, voilà, mais aussi l'autopartage. Voilà, dans une métropole comme la nôtre, avec cette ceinture verte, ce modèle urbain où en fait il y a des espaces de loisirs qui se retrouvent en dehors de la ville-centre, voilà, rassure. Certains disent filet de sécurité. Moi, je pense que c'est même un élément déclencheur de la démotorisation. Nous restons une ville qui, quand même, certes, est en train de grossir de manière forte. Et l'autopartage est vraiment cet élément-là, trop peu connu, sans doute, mais qui
dont il nous faut gagner la bataille sur la communication, mais je pense qu'on le partage avec l'ensemble des territoires, puisque ça a été un des sujets importants ce matin. Donc c'est vraiment cette logique-là. Et vraiment, plus dans une gestion budgétaire, le lien avec cette... nous avions pleinement confiance aussi dans les équipes de notre SPL, que nous avons construit avec eux en tant que tels, et avoir affecté un certain nombre de missions et d'orientations. Et à partir de ce moment-là, le côté vertueux dont sur la voiture possédée paye la voiture dépossédée, comme je vous le disais tout à l'heure, et de fait, il n'y a pas ces flux financiers. En tant qu'élus aussi, nous connaissons bien aussi le fait que les bénéfices, enfin le vocabulaire m'échappe, mais le fléchage, voilà, ça revient dans le budget principal pour repartir sur une autre dépense. Donc là, non. Voilà, on est bel et bien sur un produit qui est réaffecté en faveur des politiques de mobilité. Et alors, à la fois, en tant qu'élu, ça a du sens, mais même en termes d'explication au public, élément démocratique, voilà, ça, le sens est encore est doublé. Votre deuxième question sur la visibilité. Alors, nous avons 47 stations, mais une vingtaine 94 véhicules, mais une vingtaine en free floating. Voilà, nous n'avons pas que du service en boucle. Et les stations aussi en boucle ne sont pas que dans nos parkings publics. Ils sont installés aussi sur la voirie. Donc il y a une visibilité, puisque nous avons rejoint aussi le réseau Cities en 2018, 2019, 2018. Donc je regarde les équipes, excusez-moi. Oui, ils sont précieux. La visibilité aussi se fait ainsi, mais néanmoins, voilà, l'intégration à travers le pass mobilité, l'information aussi se fait aussi dans ce cadre-là, et une place sur la voirie avec ces fameux totems, les bornes, voilà, et le flocage de toutes ces voitures aussi qui commencent à circuler. Aujourd'hui, avoir 94 véhicules, c'est pas d'avoir une vingtaine de plus. Je vous dis tout de suite, on les voit davantage circuler dans la ville, et c'est aussi un produit d'appel en tant que tel. Merci beaucoup pour ces précisions. On peut les applaudir. On arrive à la fin de la table ronde. Pour l'association des acteurs de l'autopartage, toujours important d'avoir un observateur international. Donc, je voudrais particulièrement remercier David qui nous est venu de Suisse, parce qu'avec 3800 voitures, si je ne dis pas de bêtises, Mobility a à peu près autant de voitures en autopartage que ce qu'on a en France, avec une population 8 fois inférieure. Il a évoqué 400 gares avec de l'autopartage. En France, on avait fait le travail, on a 110 gares. Voilà, donc on a une marge de manœuvre qui est quand même assez significative. Merci David d'être venu jusqu'à nous. Et merci pour vos questions. On va continuer sur une nouvelle table ronde sur les conditions